Chers camarades, c'est un plaisir de vous accueillir ici dans nos locaux pour l'annonce du résultat de la consultation des militants de la GRS pour le choix de notre candidat à l'élection présidentielle. Avant de vous en donner les détails, je tiens à remercier les militants, les animateurs départementaux et régionaux, le secrétariat général et les membres du collectif d'animation nationale qui ont réussi, dans un exercice nouveau pour notre jeune organisation, ce moment de démocratie interne. Jamais aucune organisation n'avait eu à se prononcer sur plusieurs candidatures dont aucune n'était issue de ses rangs. En responsabilité, nous avons refusé de rajouter du désordre à l'éparpillement. Comme nous l'avons toujours défendu et fait depuis notre fondation à Valence en 2019, nous avons souhaité aller dans le sens du rassemblement des forces de la gauche républicaine. C'est pourquoi, après les élections régionales et départementales, nous avons décidé de travailler à l'élaboration de notre programme pour 2022 et d'établir une méthode pour choisir un candidat. Après les universités de la gauche républicaine à Marseille, où nous avons terminé d'adopter notre programme, nous avons organisé les conférences régionales sur le débat autour des candidatures à la présidentielle. 4 candidats, parrainés par les membres des instances nationales, ont été proposés aux voix des militants. Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Fabien Roussel. Au terme de ces débats, 4217 adhérents étaient à jour de cotisation le 19 octobre, date limite d'adhésion pour voter les 20 et 21 octobre en ligne. 2445 électeurs, soit 57,98%, ont participé à la consultation interne. Le vote était anonyme et sécurisé, sous contrôle de la commission de recollement, qui s'est tenue aujourd'hui et n'a enregistré aucune réclamation. Elle a validé le résultat sans réserve, avec 56,97% des voix. Arnaud Montebourg est le candidat désigné par la GRS pour l'élection présidentielle. Bien, mes chers camarades, comme Anthony vient de le rappeler, la gauche républicaine et socialiste, un parti jeune, pas seulement pour sa moyenne d'âge, mais aussi un parti récent, puisque ça fait à peine 2 ans que nous avons fondé, et nous avions choisi un fonctionnement qui était très démocratique, qui consistait à dire c'est les militants et eux seuls qui tranchent les enjeux stratégiques. Et donc, on a invité les militantes et les militants, comme ça vient d'être dit, à choisir le candidat qu'ils souhaitaient soutenir à l'occasion de l'élection présidentielle. Le vote a été clairement en faveur d'Arnaud Montebourg. Bon, je pense que c'est quand même, bien sûr c'est un choix d'espoir, mais c'est aussi un choix assez logique et cohérent quand on connaît l'histoire, les parcours de celles et ceux qui composent ces 3 organisations. D'abord parce que dans cette salle et au-delà, il y a des gens qui ont un lien très fort avec Arnaud, un compagnonnage ancien qui a été cimenté par des combats qui sont pour nous essentiels. Sans remonter trop loin, le combat pour la 6ème République, nous avons partagé aussi des estrades au moment de la campagne sur le non à la Constitution européenne, ça revient un peu dans le débat en ce moment. Bien sûr, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous savez, je m'occupe du commerce international, au niveau du Parlement européen, c'est tout ce qu'a développé Arnaud sur la démondialisation, la promotion inlassable du Made in France. C'est autant d'engagements qui font partie vraiment de notre identité politique. Pour celles et ceux qui sont membres de notre parti le savent. Et on n'a jamais cessé de mettre ces sujets en avant. Et je pense que ce qui fait que ce choix il est aujourd'hui si clair, c'est évidemment la constance idéologique. Et la singularité programmatique d'Arnaud Montebourg, c'est ce qui fait sa force, et ce qui fait sa force surtout en ces temps confus et incertains. Parce que quand même, je pense qu'on ne peut pas aborder cette campagne présidentielle en faisant abstraction de la situation mondiale dans laquelle nous vivons, et nous sortons d'une crise pandémique totalement inédite. Et je crois que cette crise, elle a agi comme un révélateur. Elle a été finalement... elle a mis à nu nos défaillances, nos vulnérabilités, nos aveuglements, en tout cas l'aveuglement d'un système qui est fondé sur un certain nombre de choses que nous dénonçons et qu'Arnaud dénonce depuis de nombreuses années. La première chose, ça ne vous surprendra pas, c'est d'abord
les conséquences concrètes, et la crise l'a révélé, du libre-échange généralisé, qui a produit ce que vous connaissez, des délocalisations, la sous-traitance, la dépendance accrue au sud-est asiatique, au point qu'à un moment, la 5e puissance du monde se réveille à la faveur d'un confinement et se rend compte que sur notre sol, nous ne sommes même plus capables de fabriquer des choses aussi élémentaires que du Doliprane, des masques ou du matériel sanitaire. Cette prise de conscience quand même que le système lié à la mondialisation charriait à ce point des injustices, déshabillait l'appareil industriel et surtout nuisait à des territoires, des entreprises, des savoir-faire. Je pense que vraiment ça a été mis en exergue à l'occasion de cette crise. Arnaud l'avait à plusieurs reprises pronostiqué, annoncé, dénoncé, et on a eu un moment de vérité à l'occasion de cette crise qui a confirmé ces dires. La deuxième chose, la deuxième conséquence concrète que les Français ont vue à l'occasion de ces crises, évidemment, c'est ce que fait dans la vie des gens une politique d'austérité. Parce que souvent, l'austérité, quand elle a été promue par les gens de la Commission européenne et aussi par des gouvernements qui se sont succédés, on a l'impression que c'était quelque chose d'abstrait. Ben là, on a vu concrètement ce que ça voulait dire. Ça veut dire un hôpital public épuisé, ça veut dire des soignants qui n'en peuvent plus au bout deux vagues. C'est des milliers d'opérations déprogrammées, c'est donc des personnels sollicités jusqu'à l'épuisement. Et ça, c'est la conséquence concrète de politiques qui sont promues à Bruxelles et en France, hein, parce qu'il ne faut jamais accuser Bruxelles seulement. La plupart des gouvernements sont complices, voire encouragent ce mouvement. Ben ça, c'est aussi quelque chose de concret que nous avions dénoncé au moment du non, que nous avons dénoncé après, mais dont les Françaises et les Européens se rendent compte au moment de cette crise. La troisième conséquence concrète, finalement, de la crise pandémique, c'est l'auto-affaiblissement de l'État. Ça, pour moi, c'est quelque chose de particulièrement grave. C'est à force d'externalisation, de réorganisation, d'économie de bout de chandelle, d'imprégnation, finalement, de l'idéologie néo-managériale au sein de l'État, et ben, vous avez un appareil d'État qui se révèle incapable de répondre rapidement et efficacement à une crise systémique. Alors on a eu la pagaille, les mensonges, les vérités, les contre-vérités, la nullité quand même de certains hauts fonctionnaires, à commencer, je m'excuse, par ceux des ARS, hein, qui continuaient à fermer des lits pendant la crise. C'est ça dont on parle, hein, l'imprévoyance, les défauts d'anticipation, et un pays qui se montre indigne de ce qui a été longtemps sa tradition, c'est-à-dire celle de l'État stratège. Un État qui, par ailleurs, et ça Arnaud, à juste titre, l'a redit il y a quelques jours, dans une confrontation finalement avec ceux qui défendaient le macronisme, c'est-à-dire un État qui a été non seulement incapable de défendre un appareil industriel, mais qui l'a laissé se dégrader, qui a été complice, en réalité, d'un certain nombre d'opérations, alors même que nous le savons, et je pense qu'il faudra l'exalter pendant cette campagne, nous avons des techniciens d'une valeur extraordinaire, des ingénieurs, des travailleurs, un savoir-faire vraiment très important en France, et tout ça, évidemment, a été passé par pertes et profits, par des gens qui sont quand même, excusez-moi cette expression peut-être un peu brute de décoffrage, mais qui sont quand même au seul service du capital. Et je pense que Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, n'échappe pas à la règle. La quatrième chose, je vais vite, hein, je pense que peut-être c'est plus spectaculaire de ce qui a été révélé par la crise, c'est finalement le renversement total de la hiérarchie des métiers. On le savait déjà, dans ce pays, l'utilité sociale n'est pas forcément récompensée. Mais là, franchement, les métiers du soin et du lien, les logisticiens, les caissières, les livreurs, les éboueurs, les femmes et les hommes de ménage, les aides-soignants, les assistantes sociales, les instituteurs, tout ça sont des métiers dont on a vu l'utilité, le caractère indispensable pendant la crise, et en même temps on sait à quel point ils sont mal considérés, à quel point ils sont mal payés, à quel point la collectivité nationale ne leur fait pas honneur. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait perçu de façon très précise au moment du mouvement des Gilets jaunes, et là je vois dans la salle certains qui étaient présents sur les ronds-points, n'est-ce pas Nathalie, très engagés. Ben justement, je pense qu'à l'occasion, il y a une continuité entre ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et ce qui s'est passé au moment du Covid, c'est-à-dire tout d'un coup, des travailleurs invisibles qui sont sur le devant de la scène. Et là, on se rend compte non seulement qu'ils sont indispensables,
mais qu'en plus, le pays les traite mal. Et Arnaud avait une formule, je ne sais plus exactement ce que tu disais exactement, je crois que c'était le retour de la France populaire. Ben oui, à l'occasion de cette campagne électorale, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on mette en avant une France populaire, une France qui travaille dur, qui n'est pas suffisamment payée, et qui en plus ne bénéficie pas des avantages supposés de la mondialisation. C'est vraiment oublier de la mondialisation, oublier de la métropolisation, parce que les deux phénomènes vont de pair, oublier aussi de ceux qui font des politiques au service des plus riches, et de ce point de vue-là, le quinquennat Macron en a été une illustration à la fois navrante et spectaculaire. Donc c'est cette France-là, parce que moi je pense, et à la GRS on l'a toujours dit, notre priorité à nous, c'est quand même de savoir pour qui on se bat. Et bien précisément, on se bat pour la majorité sociologique du pays, les ouvriers, les employés, c'est encore la majorité des actifs, hein, ce qu'on appelait jadis l'alliance des producteurs ou des productifs, qui a été délaissée bien sûr par les gouvernements de droite, mais aussi quand même, et c'est peut-être ce qui explique aussi notre choix aujourd'hui d'Arnaud, par une partie de la gauche. Et ça sera un débat important dans cette campagne, parce que nous n'avons pas vocation à nous adresser seulement aux classes moyennes intégrées ou aux habitants des grandes villes. Au contraire, je pense, et c'est d'ailleurs, je crois, le sens de ta campagne dans les TER et tout ce que tu dis sur la façon dont on peut réaménager la France et comment on peut remettre au goût du jour l'obsession de l'égalité territoriale avec un meilleur accès aux services publics, un meilleur accès à des choses tout aussi essentielles qu'une poste, une gare, un hôpital, une maternité. Ça, vraiment, je pense que c'est un combat très exaltant et à la fois indispensable. Et quand on résume finalement ce qui doit être au cœur de nos priorités, en tout cas quand on a eu un débat programmatique à Marseille qui était très dense, très intéressant, qu'est-ce qu'on avait dit? Démondialisation, relocalisation, ambition industrielle, retour de l'État dans la vie économique et sociale, augmentation massive des bas salaires, égalité territoriale, transition écologique avec cette perspective zéro pétrole dans 20 ans, ce qui me semble à la fois très réaliste, très ambitieux et très utile, hein, et vous verrez que ça sera aussi un débat dans la campagne, parce que la transition écologique, il y a plusieurs façons de la faire. Nous, on considère qu'il y a un certain nombre de choix énergétiques qui doivent être faits, et en cela, je crois qu'on est totalement en phase avec Arnaud. Et ça contribue à dessiner les contours de ce qu'on pourrait appeler une politique de redressement républicain. Parce qu'au fond, la question qui ne cesse de nous tarauder, nous, les Français, c'est quand même celle de l'égalité. Et partant du modèle républicain. Parce que la République, tout le monde s'en revendique, mais la vérité, c'est que peu la servent ou la font vivre. Et à la GRS, nous avons une conception très exigeante, très vigilante de ce que c'est que la République. Alors, ça ne va pas vous paraître nouveau, mais moi, j'assume totalement. On s'inscrit très clairement dans ce qu'on a appelé la République sociale, parce que la République sociale, c'est à la fois un héritage, mais c'est aussi un projet. Et c'est un modèle pertinent, qui, à mon avis, d'une incroyable actualité aujourd'hui. Elle défend le rôle de l'État dans la vie économique, le primat du collectif sur le particulier. C'est pour ça qu'il faudra insister sur les biens communs, sur les services publics, y compris envisager la nationalisation d'un certain nombre de secteurs essentiels. En tout cas, moi je le crois. C'est le refus de l'extension de la société de marché. C'est enfin, et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la vision d'un individu autonome de la tutelle de tous les clergés. Ça veut dire la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas juste des mots pour faire sympathique dans une tribune, ce n'est pas juste des mots pour séduire tel ou tel électorat, c'est quelque chose qu'il faut vivre, défendre, promouvoir, et nous savons à quel point elle est attaquée aujourd'hui. Et donc cette vigilance laïque, je pense qu'elle doit être aussi au cœur de cette campagne. Mais il y a une dernière chose quand même, dans ce qui fait le fil de la République sociale, dont on ne parle pas suffisamment à l'occasion de cette campagne, et je voudrais y revenir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de grand pays sans une éducation et une instruction de qualité. Il n'y a pas de République sans un citoyen instruit, éclairé, ouvert sur la prodigieuse diversité du monde, avant même d'être un travailleur formé. Pourquoi je dis ça? Parce que l'école, elle ne va pas bien. Les confinements successifs ont aggravé la situation, et d'ailleurs exacerbé un certain nombre d'inégalités, l'inégalité au savoir, l'inégalité y compris numérique. Hein. Le décrochage scolaire défigure notre nation.
ça c'est un enjeu majeur pour un candidat à la présidentielle. Le niveau en mathématiques et en lecture a dramatiquement chuté, au point qu'on est parfois, j'ai vu le dernier classement, on est très très bas en maths. Et je veux dire, on est normalement être censé une grande nation majeure. D'ailleurs, il y a des grands ingénieurs, il y a des grands techniciens. Mais c'est un projet, à mon avis, de rattrapage républicain qui doit être mis en place sur cette question. Les concours de recrutement ils sont désertés. On a des professionnels de l'éducation nationale qui sont mal payés, qui ne sont pas toujours considérés, qui sont confrontés à des situations difficiles, parce qu'on dit toujours l'école c'est un sanctuaire. Ça c'est une fiction en réalité, parce que l'école elle n'est pas imperméable à ce qui se passe dans la société, à la violence sociale, quelquefois même à la violence tout court, quelquefois même à la violence religieuse. Parce que Samuel Paty, de ce point de vue-là, c'est aussi, et c'est en ça que pour nous c'était particulièrement important de commémorer sa mémoire il y a quelques jours. C'est aussi le symbole à la fois d'une figure très noble et emblématique de la République française, l'instituteur, le professeur, et qui est confronté à la violence du monde, et en l'occurrence au fanatisme, au terrorisme religieux. Et moi je pense que vraiment la situation de l'école, elle est indigne de notre pays, et elle doit être prise à bras-le-corps par un candidat. Les réformes Blanquer d'ailleurs n'ont rien arrangé, parce que quand on regarde, il y a ce qu'il dit, c'est-à-dire en gros, je veux restaurer la méritocratie républicaine. Mais c'est pas ça qui se passe, c'est vraiment l'importation de la logique néo-managériale dans l'école, avec en plus une logique du stress qui atteint les élèves. Regardez le fiasco de Parcoursup, la réforme du lycée, qui atteint les parents aussi, parce qu'ils se demandent ce que va advenir de leurs enfants. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir un programme de redressement républicain digne de ce nom si on ne prend pas les questions d'éducation à bras-le-corps. Je ne doute pas un instant que Arnaud souhaitera le faire et le fera. Mais pour nous, c'est très important, et c'est pour ça que je souhaitais en dire un mot. Alors voilà, nous, on est là, Arnaud reçoit le soutien de la gauche républicaine, on vient avec nos militants, on vient avec nos élus, on vient avec nos convictions, on vient avec des propositions qui, j'espère, enrichiront le programme du candidat, on vient avec nos qualités et nos défauts. Il y en a. Parmi nos défauts, d'abord il y a une hostilité quasi congénitale à la Ve République, c'est mon cas. Hein, je le dis parce que c'est une élection présidentielle, donc forcément on joue le jeu, et en même temps, moi, comme toi Arnaud, hein, moi je commençais à m'intéresser à ce que tu disais quand tu as bataillé avec beaucoup de panache et de ferveur contre ces institutions qui sont des institutions infantilisantes, qui visent à ce qui fait l'ADN de la gauche, c'est-à-dire la délibération collective, et qui doivent toujours être combattues, y compris à l'occasion d'une élection présidentielle, même s'il faut trouver évidemment les mots qui conviennent, hein. Mais ça me paraît très important. On vient aussi avec notre singularité, notre code génétique, notre ADN, qui est quand même une ambition unitaire. Et moi, je ne renonce pas à cette ambition unitaire, je ne renonce pas à la stratégie que nous avions élaborée ensemble au moment de notre fondation à Valence, qui était celle d'un nouveau Front populaire, qui passait aussi par la proposition d'un pacte législatif entre les différentes composantes de la gauche, les écologistes et bien d'autres, parce que je vois François Coq dans la salle et je regardais une de ses interviews télévisées là, et il disait, bon, bien sûr il y a le clivage droite-gauche, mais il y en a d'autres qui se surajoutent, et tout ça est vrai. Mais ça n'implique pas pour autant de renoncer à cette ambition qui est celle de créer un bloc populaire dont finalement les aspirations sont en phase avec ce que nous racontons. Parce que le paradoxe de la période, c'est que les analyses paresseuses diagnostiquent une droitisation de la société. Et en même temps, jamais les Français n'ont été aussi attachés à des réponses de gauche. Enfin, regardez les sondages. Il y a 80% des Français aujourd'hui qui sont d'accord pour l'augmentation des salaires. Il y en a plus de 70% qui trouvent normal qu'on puisse nationaliser un certain nombre de services. Il y a les autoroutes, bien sûr, mais d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une brèche en réalité qui s'est ouverte avec la crise du Covid. Il y a une prise de conscience que le système qui était fondé sur le libre-échange généralisé, sur l'austérité budgétaire, sur la concurrence libre et non faussée, ça ne marchait pas. C'était non seulement inefficace, mais en plus ça charriait des injustices, de la misère, du chômage, et qu'à un moment il était nécessaire de changer. Et cette bifurcation, qui est à la fois une bifurcation démocratique, écologique, économique, sociale, je pense qu'il faut la porter dans cette campagne, et Arnaud va le faire, veut le faire, si j'en juge en tout cas, à son entrée en campagne, à ses différents discours. Il y a en plus, et ça nous tient particulièrement à cœur, une ambition qui est c'est une ambition patriotique.
du redressement industriel et économique du pays. Et ça, franchement, je pense qu'il n'y a rien de plus exaltant pour nous, qui sommes des patriotes, qui sommes des républicains attachés à cette nation formidable et formidablement politique qu'est la France, de participer à ce redressement et à ces reconquêtes républicaines. Hein, renouer avec l'esprit de reconquête républicaine, avec le volontarisme politique, qui implique aussi le respect de la souveraineté populaire. Et on en parlera quand, bien sûr, quand il y aura des sujets sur l'Europe. Ah, ça, c'est quelque chose d'exaltant. C'est la raison pour laquelle nous apportons un soutien entier, plein, enthousiaste, à une candidature qui, j'en suis sûr, va essaimer progressivement, convaincre progressivement. Le combat il est difficile, il est long, il est semé d'embûches, mais enfin, en même temps, on ne se présente pas à la présidentielle si on pense que tout est acquis, rien n'est jamais acquis. Donc, dans cette lutte, dans ce combat, tu pourras compter sur notre soutien. Et avec beaucoup de plaisir, je te laisse la parole. Bien, chers amis, chers camarades, cher Emmanuel, chers tous, toutes et tous, d'abord, je veux adresser mes remerciements aux militants qui ont fait ce choix, à partir des éléments programmatiques, la trajectoire que tu as décrite de nos parcours respectifs, et je veux adresser finalement des remerciements liés à la compréhension mutuelle que nous avons des enjeux du monde, du pays, de la situation de la société française, les difficultés dans lesquelles elle se trouve, de ce que nous avons en partage sur les solutions que nous pouvons imaginer ensemble, qui n'ont pas été inventées sur un coin de table, mais qui remontent à de longs combats dont tu as énuméré ce que nous avions partagé, et qui reposent sur une vision transformatrice de à la fois la société, de l'État et du monde, disons-le nettement. Je veux remercier les dirigeants de la GRS, Emmanuel, Marie-Noël et beaucoup d'entre vous qui avez fait ce choix. Je voudrais vous dire que c'est pour l'équipe que nous avons engagée une pierre très importante parce qu'elle est le début important du rassemblement que nous allons constituer dans cette campagne. Et c'est le premier acte de rassemblement où des militants en groupe décident démocratiquement de s'engager autour de ce projet que j'ai nommé la remontada, mais qui dit bien les choses, ce qu'il faut remonter de ce qui est à terre. Et je veux bien sûr vous en remercier, mais surtout vous dire qu'il est le prélude à finalement la prise de conscience pour beaucoup de militants, de citoyens, d'hommes et de femmes engagés, désengagés, perdus, mais qui cherchent à trouver le chemin de la reconstruction de la République et de la France, et qui peuvent parfaitement, comme vous l'avez fait, dans la conscience de vos débats respectueux, contradictoires, et rejoindre cette coalition qui commence. Je veux d'ailleurs dire que dans ce rassemblement qui commence, il y aura de nombreuses étapes. Quelle est la vision que je veux proposer? Une forme, finalement, dans un pays qui, pour moi, est affaissé, avec des Français appauvris, et, s'il n'est rien fait, qui vont retrouver les politiques d'austérité imposées par la Commission européenne, auxquelles adhère le gouvernement actuel, qui d'ailleurs ne s'en cache guère, tant ce débat a disparu, mais que nous allons remettre sur le devant de la scène, dans cette mondialisation condamnée par les faits, mais auquel s'accroche encore toute la classe dirigeante de notre pays, d'un État abîmé et qui pourtant doit être remis au service de la nation, non plus au service d'une caste ou d'une classe, et d'une société qui désespère, prête à se jeter dans des orientations, ou sont-elles des orientations, dans des choix désespérés qu'il faut combattre. Cette candidature, elle n'était pas prédestinée. J'ai un travail, j'ai un métier qui me passionne,
Je reste un citoyen engagé et cet engagement ne m'a jamais quitté. Beaucoup ici d'entre vous le savent. Nous nous sommes revus épisodiquement pendant toutes ces périodes. J'ai monté des entreprises qui sont elles-mêmes engagées, bien modestement d'ailleurs, mais tout à fait concrètement. Mais si j'ai fait ce choix, c'est parce que nous ne sommes pas si nombreux à pouvoir desserrer l'étau du duel mortifère dans lequel on voudrait enfermer le suffrage des Français, dans lequel on voudrait verrouiller le débat politique des Français, dans lequel on voudrait interdire que toute autre solution que la solution Macron extrême droite et l'impossibilité de choisir autre chose soit finalement à la disposition du suffrage libre de nos compatriotes. Je crois qu'avec le rassemblement qui a commencé ce soir, avec votre aide, nous pouvons parfaitement desserrer la tenaille. Nous pouvons faire mentir les prédictions travaillées par le système médiatico-sondagier. Et nous pouvons installer l'alternative. Cette alternative, et c'est la raison pour laquelle c'est plutôt la candidature d'un projet que je porte, plutôt que de ma bien modeste personne. C'est la candidature d'un projet dans lequel vous vous êtes reconnus, qui apporte des solutions réalisables, certes audacieuses, mais réalisables, et auxquelles les Français, je le vois de plus en plus, commencent à s'intéresser. C'est à nous de faire ce travail de conviction, de prise de conscience, comme nous l'avons toujours fait dans notre vie, finalement. Et je veux dire ici, après avoir adressé un message personnel à Emmanuel, pour lui dire mon amitié, ma fidélité, mon soutien, dire ici que nous pouvons réussir. Voilà. Je ne dis pas comme d'autres que nous allons réussir. Je dis que nous le pouvons. Et donc si nous le pouvons, ben, il faut le faire. Merci à la GRS. Vive la remontada 2022-2027. Vive la République et vive la France.